Et ensuite, nous allons donner une description générale de ce qui nous attend aujourd'hui en séance, selon quelle configuration de séance. Et ensuite, nous passerons aux exposés. Et ensuite, après l'exposé, nous aurons les déclarations de clôture. Alors, à titre de présentation, je m'appelle Mitch McKay et je serai le modérateur de ce webinaire. Je suis gestionnaire des relations avec les parties prenantes pour le groupe des relations et de l'atténuation pour le site de Chalk River. Et comme exposant, nous avons Martin Kruker, que je vais laisser Martin Kruker se présenter lui-même. Bonjour. Oui, je suis spécialiste de l'environnement avec le programme correspondant des laboratoires de Chalk River. Merci, Martin. Il est accompagné de plusieurs collègues de la section de l'environnement qui sont là pour appuyer les réponses données aux questions qui pourraient être posées à Martin et pour lesquelles il souhaiterait déléguer un complément de réponse. Donc, ces personnes se présenteront au fur et à mesure qu'elles seront appelées à contribuer. Pour ce qui est maintenant de la configuration de la séance, nous allons avoir l'exposé et nous allons essayer de faire des petites pauses pendant l'exposé. Mais nous aurons ensuite une période de questions-réponses à la fin de l'exposé de Martin. Si certaines questions débordent le sujet d'aujourd'hui, nous allons en prendre note et nous vous répondrons ultérieurement. Donc, nous allons essayer de rester maintenant axés sur le programme de suivi des nappes phréatiques. Et c'est là-dessus que va porter notamment l'exposé de Martin. Donc, veuillez, s'il vous plaît, tenter de poser des questions sur ce sujet. Et encore une fois, nous répondrons ultérieurement aux questions qui débordent le cadre de cet exposé. Alors aujourd'hui, nous avons les caméras, les micros sont allumés, donc s'il vous plaît, restez en sourdine. Tout au long du webinaire. Et si vous voulez poser une question, levez la main, vous servez-vous de la fonction demande de parole avec la petite main qui se lève. Et vous allez avoir également, donc encore une fois, la petite main qui se lève pour demander la parole. Je vous donnerai la parole lorsque je verrai votre main levée au moment le plus approprié. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de poser une question au micro et à la caméra, vous disposez également d'une colonne, d'une fonction de clavardage qui se trouve en bas de votre écran. Vous voyez ce petit bouton « Chat », le clavardage. Et en temps utile, je poserai la question. Je vous laisserai poser la question ou je la poserai en votre nom. Enfin, nous disposons de l'interprétation simultanée. Vous pouvez encore en bénéficier lorsque vous appuyez sur la petite icône du globe qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez choisir votre langue d'écoute. Et donc, il y a un petit décalage entre l'énoncé de l'original et l'interprétation. Tenez-en compte et lorsque vous posez une question, posez-la clairement, en énonçant clairement et pas trop vite pour que les interprètes aient le temps de bien réexprimer votre question. Dernière observation, nous remarquerez que nous sommes en train d'enregistrer cette réunion
et cela sera ensuite affiché sur notre page YouTube. Et donc, si vous voulez, vous pouvez peut-être poser des questions, même un peu plus tard. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Et sans plus tarder, je donne la parole à Martin pour qu'il commence son exposé sur le programme de surveillance des eaux souterraines. Bonjour, bienvenue à ce troisième exposé sur l'IGDPS et le programme de suivi et de surveillance de l'évaluation environnementale concernant les eaux souterraines. Alors, donc, vous avez un plan de mon exposé d'aujourd'hui. Donc, je vais expliquer donc ce que c'est que l'IGDPS et donc le programme d'évaluation environnementale qui lui est attaché dans le cadre d'un programme intégré de surveillance de l'environnement et également le programme de surveillance des eaux souterraines sur site des programmes du des laboratoires nucléaires du Canada, et également quels sont les endroits où nous faisons les prélèvements d'échantillons, les paramètres et les fréquences de ces prélèvements, également les résultats d'évaluation par catégorie et également la gestion et la présentation de comptes rendus en vue de l'adaptation. Donc, toujours dans le cadre de l'IGDPS et également le programme de surveillance des eaux souterraines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme de surveillance du suivi et d'évaluation environnementale pour l'IGDPS? Et qu'est-ce qu'il se propose de faire? Eh bien, le but, c'est de vérifier les prédictions qui sont faites dans l'énoncé d'impact environnemental et de confirmer qu'il n'y a pas d'effet contraire lié aux activités de l'IGDPS. Garantir les mesures d'atténuation et leur application, de cerner les effets non prévus et également prévoir les mesures de gestion d'adaptation ou adaptive pour limiter les effets non prévus. Donc, le PSSEE est divisé en 4 composantes: le suivi et vérification des effluents, le suivi environnemental pour les éventuelles contaminations de l'environnement, le suivi des eaux souterraines et également le suivi disons, des aspects opérationnels, c'est-à-dire les aspects qui ne peuvent pas être classés dans les premières catégories. Par exemple, les barrières au passage des tortues et également la gestion des eaux de pluie et l'écoulement des eaux pluviales. Donc, le PSSEE est un projet qui va prendre en compte les interventions des différentes parties prenantes, groupes autochtones, membres du public, et donc il sera parachevé après décision de la commission de la CCSN, la Commission canadienne de sécurité nucléaire, qui est l'organisme de réglementation. Donc voilà, nous serons heureux de répondre à vos questions sur cet ensemble. Maintenant, quels sont maintenant les critères applicables à la PSSEE? Un certain nombre de documents doivent être élaborés. Il y a tout d'abord
la loi canadienne sur l'évaluation de l'environnement de 2012, les réglementations applicables à la Commission canadienne de sécurité nucléaire pour la protection de l'environnement, les principes de protection de l'environnement, des évaluations et les principes des mesures de protection. Et également, les exigences en matière de conformité pour les laboratoires nucléaires canadiens, les LNC, et également les normes de l'Association canadienne de normalisation N288 pour la protection des installations nucléaires, des mines d'uranium et également des eaux souterraines. Et cette surveillance reprendra le même schéma que les suivis qui sont faits à l'heure actuelle sur le site de Chalk River, dans les laboratoires de Chalk River. Et donc, nous allons parler de la protection des eaux souterraines et également, nous allons ensuite parler plus particulièrement des laboratoires nucléaires du Canada. Le programme de protection de l'environnement dépasse le simple suivi. Le suivi est un des éléments de ce programme et nous avons un mandat qui vise à veiller à ce que le personnel et les contractants assurent une gestion environnementale responsable qui soit respectueuse des règlements pour toutes les activités des laboratoires nucléaires canadiens et appuie la politique de protection de l'environnement des LNC. Et notamment, il s'agit déjà de veiller à l'application de la norme ISO 14001 14001 pour la gestion des systèmes environnementaux, la durabilité et également la réduction des émissions de gaz à effet de serre, également nous avons vu la durabilité, mais également le respect des obligations de conformité à l'égard de l'environnement et la gestion des effluents, mais aussi la protection des espèces et de leur habitat. Et également, pour terminer, la santé humaine et l'évaluation des risques environnementaux. C'est issu d'un programme intégré. D'abord, nous avons un programme de suivi des effluents, un programme de suivi de l'environnement, un programme de suivi des eaux souterraines. Et vous avez les différents sites concernés dans le diagramme avec la cheminée pour les émissions atmosphériques et les dépôts atmosphériques. Donc, nous avons un programme de surveillance des effluents. Et donc, parce que ces émissions risquent de provoquer des dépôts d'origine atmosphérique sur les sols, sur les surfaces terrestres. Et donc, nous avons un programme de suivi de ces dépôts. Parallèlement, dans le même esprit, il peut y avoir également des effluents liquides qui sont, par exemple, les dégagements de nos laboratoires de traitement. Nous suivons l'itinéraire de ces effluents liquides de la même façon que nous suivons les dépôts d'origine atmosphérique. S'agissant maintenant des eaux souterraines, vous voyez qu'il y a déjà les secteurs de gestion des déchets pour les LNC, notamment lorsqu'il y a des nappes phréatiques ou des nappes souterraines à proximité de ces installations. Donc, nous suivons la composition et nous suivons la composition de l'eau dans ces nappes souterraines, notamment lorsqu'il y a ruissellement et dépôt dans les plans d'eau et lacs éventuels voisins. Donc, il s'agit de programmes intégrés.
Ensuite, diapositive suivante qui donne peut-être une ventilation plus détaillée des différents programmes de surveillance, notamment pour les émissions atmosphériques, avec les indications des différents lieux de déversement. Et pour ce qui est de la protection de l'environnement, on surveille l'air, les eaux de surface, les produits d'exploitation agricole, également des potagers, les poissons, également le gibier sauvage, le sable des plages et également les dépôts atmosphériques. Donc cela correspond à plus de 100 sites sur lesquels nous effectuons une surveillance. Passons à présent au programme de surveillance des LNC. Quel est le but général? Quels sont les objectifs? Eh bien, il s'agit de surveiller et d'évaluer les conditions des eaux souterraines à proximité des installations nucléaires, la gestion des déchets et les secteurs dédiés à cela, ainsi que les territoires affectés par les anciennes opérations. Et donc, il s'agit de cerner les impacts sur la qualité des eaux souterraines, de déceler les changements, de communiquer des données pour l'évaluation de la santé écologique et également d'aider à la planification de redressement de la situation. Nous avons une question qui nous provient du clavardage. Est-ce que vous voulez poser votre question directement? Bien, nous avons des problèmes pour la question de Ole Hendrickson. Pas de microphone, d'accord. Voici la question. Si l'on veut avoir une évaluation, est-ce que le PSSEE doit être considéré ou pas comme un substrat essentiel d'une bonne décision? Absolument, absolument. Tout résultat d'étude doit être appuyé par le PSSEE. Je ne vois pas très bien le but de la question. Donc, est-ce que la PSSEE ne doit pas être l'un des soutènements essentiels d'une décision en matière de protection de l'environnement? Le PSSEE va être assujetti à un examen de la part des parties prenantes. Le personnel de la CCSN va passer cela en revue et donc cela sera un préalable nécessaire avant toute application. Donc c'est sous réserve et c'est assujetti à l'intervention du public, des différentes parties prenantes, dont les associations autochtones, et des changements pourront être suggérés, recommandés par le truchement du processus d'examen ou de révision. Et en fin de compte, la CCSN, en fin de processus, devra en tenir compte pour l'application de ces changements. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ici, Sandra. Mon mari est également, lui, au travail depuis la maison. Permettez-moi d'ajouter que le projet de PSSEE a été soumis à l'équipe de la CCSN, mais aussi à une équipe de révision fédérale provinciale. Et la PSSEE était basée sur l'énoncé d'impact environnemental. Donc, il s'agit d'une version plus détaillée de ce qui a été recommandé dans le EIE. Et donc, oui, bien sûr, le PSSEE est un soutènement indispensable de la décision qui sera prise par la CCSN. Mais il y aura également des recommandations qui viendront être assorties au document final. Très bien. Merci de la question. Merci, Martin. Merci, Ole, de la question.
Et mes excuses, Martin, pour t'avoir interrompu. J'espère que tu es rentré. Oui, ça va, tu as repris ton débit. Alors, bien, nous repassons maintenant au programme de surveillance. Et donc, la question qui se pose, quels sont les sites sur lesquels nous faisons de la surveillance des eaux souterraines? Nous avons un certain nombre de normes, nombre de 27, qui sont... Donc, il y a s'il y a une exigence réglementaire pour la surveillance, c'est ça qui, donc, à ce moment-là, le suivi est déclenché à partir du moment où il y a un règlement qui encadre cela. Si une installation a des quantités importantes de substances nucléaires ou dangereuses sur le site, et ensuite, il y a également des impacts sur la surface terrestre ou les eaux souterraines provenant d'opérations antérieures. Par ailleurs, si les critères de déclenchement pour la révision concernant les sols ou les eaux souterraines ont été dépassés ou risquent de l'être et si le suivi est nécessaire pour d'autres raisons liées aux différentes activités et transactions de la part des parties prenantes et également dans le cadre de la diligence raisonnable. Ensuite, sur la diapositive, nous indiquons les sites sur lesquels nous faisons du travail de surveillance sur le périmètre de Chalk River. Donc, vous avez le site des LCR. Et donc, vous avez la proximité de la rivière des Outaouais avec les laboratoires, avec également les installations nucléaires, les entreposages et également, nous avons ce que j'appellerais des terrains vagues, des terres qui ne sont pas viabilisées. Et nous avons 34 sites de surveillance et nous avons un total de plus de 190, ce que j'appellerais des puits de surveillance. C'est ce qu'on des sortes de lucarnes pour la surveillance des surfaces terrestres et aussi des eaux souterraines. Et nous avons également les systèmes de gestion des déchets qui sont indiqués en orange. Et c'est visible sur votre écran, mais peut-être un peu moins, un grand nombre de ces secteurs de gestion des déchets. Ce sont des sites qui peuvent accepter des déchets, mais il y a eu des impacts sur ces secteurs. Et donc, nous indiquons, lorsqu'il y a des impacts, nous l'indiquons dans le grisé, le secteur grisé de notre diagramme ou de notre croquis. Et là, donc, vous voyez les secteurs de surveillance et ici, vous voyez là où c'est un secteur construit, encore une fois. Donc, il y a une trentaine de puits de surveillance le long de la rivière des Outaouais, le long des berges de la rivière des Outaouais. Également, on peut faire également une surveillance lorsqu'il y a un gradient d'escalade ou un gradient de descente par rapport aux installations nucléaires et également le suivi pour les sites anciens d'enfouissement, notamment pour ce qu'il y a, par exemple, lorsque l'on fait de l'entreposage de combustible et donc lorsqu'il y a eu des impacts par le passé. Et ensuite, en marron, vous avez les sites d'enfouissement. Et là encore, nous l'indiquons.
Et sur cette diapositive, vous avez également le programme de surveillance des eaux souterraines. Et donc, le programme, comme on peut le voir, est bien ancré. Et donc, vous avez également des études de migration, comme on l'a fait depuis une soixantaine d'années à Chalk River. Et nous avons donc les sites et les itinéraires de migration. Et donc, ce programme a été formalisé au milieu des années 90. C'était un suivi qui a été élaboré à travers les équipes composées à cet effet. Et ce programme de surveillance comprend un certain nombre d'éléments qui prévoient donc une surveillance et une évaluation routinière du niveau et du débit des itinéraires ou des parcours suivis par les eaux souterraines au site de surveillance, et également un échantillonnage annuel et subannuel qui va jusqu'à 200 paramètres différents par site, et plus de 1900 échantillons ont été collectés et 25 000 analyses sont effectuées chaque année, et même plus. Et il y a également des exigences annuelles qui sont basées sur l'historique de l'installation pour surveiller les radionucléides, les métaux, les émetteurs d'ions, ainsi qu'un éventail important de composés organiques et non organiques. Et donc, évidemment, ces paramètres sont définis en fonction de la situation. On prévoit également une évaluation systématique des données. Et donc, nous faisons également une étude de la concentration de ces produits pour déterminer la qualité de l'eau. Et les résultats sont analysés et évalués par rapport aux normes de protection, et des mesures sont prises si l'on doit intervenir. Et donc, nous avons également un programme de contrôle de la qualité qui est un programme détaillé. C'est un programme évolutif et chaque année, il est examiné pour voir également déterminer l'efficacité du programme, notamment l'exploitation de chacun des sites et les différentes opérations qui se déroulent sur chacun des sites. Et enfin, il y a un résumé des résultats qui est donc diffusé à ce moment-là, une fois que l'étude a été terminée. Voici une vue globale des résultats de la surveillance des eaux souterraines. Comme nous avons déjà indiqué, la qualité des eaux souterraines a déjà été affectée dans certaines régions. Les impacts sont associés avec des anciennes pratiques de gestion de déchets, des sites sans barrières construites, la présence de déchets radioactifs dans des puits de dispersion, une infrastructure vieillissante. Seulement quelques contaminants ont migré au-delà de leur secteur de source. C'est le tritium et le strontium 90, même si le césium et le cobalt 60 ont aussi une certaine mobilité. Les tendances montrent que les conditions sont stables ou s'améliorent dans la plupart des cas. À droite, vous voyez les concentrations de tritium au périmètre de l'ouest de la région de gestion de déchets B. Des mesures ont été initiées pour ce contrôle. Donc, vous voyez que la concentration de tritium est à la baisse. Là où des mesures ont été nécessaires, nous avons institué des mesures de remédiation.
des systèmes de traitement des eaux souterraines ont été installés là où on a identifié des impacts possibles sur l'environnement de la migration de strontium. Donc, il y a 2 systèmes passifs et 2 systèmes de traitement avec pompe. Cette diapositive conclut la première partie de notre présentation qui porte sur notre programme de surveillance de l'environnement, et en particulier le programme de surveillance des eaux souterraines. Je vais donner la possibilité à mes collègues de faire quelques observations. Martin, est-ce qu'il y a des questions pour Martin ou ses collègues sur cette première partie de la présentation? Levez la main électronique si vous avez une question à poser. Vous pouvez également taper votre question dans la fonction clavardage et je la poserai pour vous si vous ne pouvez pas allumer votre micro ou votre vidéo. Je vais voir s'il y a des mains levées. Bon, je ne vois pas de questions en ce moment. Personne n'a levé la main. Je vais donc demander à Martin de continuer. Merci, Mitch. Qu'est-ce que le programme de surveillance des eaux souterraines qui est particulier au site d'enfouissement près de la surface accomplit? Je vais une fois encore passer à travers cette diapositive. L'objectif de ce programme, c'est de vérifier les prévisions dans la déclaration d'impact environnemental pour nous assurer que les mesures d'atténuation ont la prestation anticipée, identifier les effets inattendus et mettre en œuvre une gestion adaptive pour limiter les effets inattendus. Comment est-ce que le programme de surveillance des eaux souterraines pour ce site, comment est-ce qu'il est différent du reste du programme de surveillance des eaux souterraines? Pas vraiment. Ce programme particulier est axé sur la vérification des résultats de la déclaration d'impact environnemental. Il surveille les eaux souterraines qui pourraient être affectées par les activités du projet NSDF. Il est axé sur la surveillance des eaux souterraines qui pourraient être affectées par toutes les opérations du site de Chalk River. Ça, c'est le programme de surveillance général du site de Chalk River. Et le programme de surveillance général comprend la surveillance des activités du site d'enfouissement près de la surface. Je vais vous donner des détails sur les eaux souterraines et leurs conditions actuelles pour qu'on puisse, après cela, discuter des effets possibles des activités du site d'enfouissement sur les eaux terrestres. Ici, vous avez un survol du projet du site d'enfouissement près de la surface. Il y a un banc de périmètre que vous voyez. Il y a le revêtement qui contient le lixivia qui est créé pendant les opérations. La membrane imperméable sera construite en 2 phases. La première
phase sera installée avec la capacité de résister aux 25 premières années des opérations. La deuxième partie sera installée plus tard. Le monticule comprend des cellules spéciales de confinement qui sont remplies l'une après l'autre. Une fois qu'une cellule est pleine, la couverture finale sera installée et la précipitation ne pourra pas atteindre les eaux souterraines. Il y a 3 systèmes de gestion des eaux pluviales, ici, ici et ici. Donc, nous regardons vers le bas dans la direction des marécages. L'eau propre est de l'eau qui n'est pas entrée en contact avec les déchets. Ils seront transférés vers les bassins de gestion des eaux pluviales. Le site comprend une installation de traitement des eaux usées qui va traiter le lixivia créé pendant le fonctionnement du site. Les effluents traités seront transférés aux eaux terrestres en passant par une galerie d'exfiltration. Donc, il faut permettre le temps que cela se fasse. Après cela, les eaux passent vers Perch Lake, mais la galerie d'exfiltration n'a pas la capacité de traiter des eaux quand le niveau des eaux terrestres est très élevé. Cette diapositive identifie chaque phase du projet, les activités de cette phase-là et la surveillance des eaux terrestres qui doit se faire à ce moment-là. Pendant la construction, on construit le revêtement imperméable, le mur de sable, les bassins de traitement des eaux. Il y aura aussi la construction d'une usine de traitement des eaux. Galerie de l'exfiltration et le transfert, le système de transfert d'effluents et le déversement vers Perch Lake. Pendant l'opération, il y a le développement en phase des cellules de remplissage de déchets, le placement de déchets à faible émission radioactive dans les cellules. L'usine des eaux usées sera en fonctionnement pendant 50 ans. Pendant la période de fermeture, tout composant restant du monticule de confinement sera installé. L'usine des eaux usées va continuer à fonctionner pendant cette période, mais toute précipitation et infiltration du monticule pendant cette phase sera réduite puis éliminée par la couverture et tout lixivia engendré sera réduit et éliminé. Après la fermeture, il y aura une période de surveillance et d'inspection des activités pour vérifier l'intégrité du monticule de confinement aussi longtemps que nécessaire.
Donc, comme nous avons indiqué, la surveillance sur le site a déjà été initiée et va continuer pendant la période de construction. Pour ce qui est de la galerie d'infiltration et les impacts des décharges d'effluents traités, nous allons concentrer la période d'étude sur la phase fermeture. Ici, vous voyez le site d'enfouissement à l'intérieur du bassin Perch Lake. Le flux des eaux terrestres dans cette région a été étudié depuis des décennies et bien connu. Vous voyez 4 régions brunes qui représentent les aires d'enfouissement de déchets et de gestion de déchets initiales. La région A a reçu des déchets solides et certains déchets liquides après l'accident de NOx. Ce site n'a pas de confinement bâti ou de barrière. Les 3 autres régions sont des puits de dispersion liquide qui fonctionnaient entre les années 50 et l'an 2000. Ils ont reçu des déchets liquides. Vous voyez peut-être le réseau de puits de surveillance qui est dense. Cette région est sous étude depuis 1950. Vous voyez également dans les marécages, nous avons installé des puits de surveillance dans tout le marécage et aux alentours de Perch Lake et le long de Perch Creek. Donc, cette région a été bien étudiée. En fait, c'est une des régions les plus étudiées du Canada. Le site NSDF n'a pas été affecté par les anciennes opérations. Le site est indiqué, démarqué, je devrais dire, par la ligne rouge. Là, il y a eu une caractérisation technique du site pendant les 3 dernières années pour appuyer la déclaration d'impact environnemental. Ces études techniques ont exigé un puits de surveillance des eaux terrestres qui descendent jusqu'à la roche. Et nous étudions également les niveaux de l'eau de façon continue pendant les 3 dernières années. L'élévation, la réaction aux fontes de neige et à d'autres événements. Le site NSDF du côté de l'Est est à 30 mètres plus élevé que le marécage qui l'entoure. Vous voyez des lignes de contournement bleu qui montrent le niveau de la nappe phréatique. Le monticule de confinement est indiqué par la ligne noire. Elle mesure quelques 250 mètres par 200 mètres et les eaux terrestres qui découlent de cette région se déplacent vers Perch Creek. Un modèle en 3 dimensions des flux des eaux terrestres a été construit et calibré avec les conditions actuelles. Il est utilisé pour évaluer l'impact du site d'enfouissement près de la surface sur les flux d'eau terrestre et d'évaluer une gamme de scénarios qui pourraient se produire. Sur la prochaine diapositive, vous voyez la géologie du site.
C'est un diagramme de la portion centrale du monticule de confinement et du terrain vers la direction du lac, dans la direction de Perch Creek. Il faut noter cette ligne solide qui est le périmètre du sud du monticule de confinement qui sera construit en amont et basé sur la roche. La région rose représente le socle rocheux. Là-dessus, vous voyez une région jaune qui est du sable, suivie par la bande verte qui consiste en sable et en argile. La ligne brisée bleue montre la direction des flux des eaux souterraines qui passent par des couches perméables. Que prévoyons-nous donc? Quelle incidence est-ce que le projet aura sur les eaux terrestres? Le monticule de confinement, comme vous voyez, comprend un revêtement imperméable à sa base qui va empêcher l'infiltration vers le sol. Et une fois que les déchets seront placés dans le site, il y aura un couvercle, un capuchon protecteur en béton. Vous voyez que les eaux terrestres vont baisser de 8 mètres au centre du monticule et de 1 mètre à son périmètre. Mais en général, il n'y aura aucun changement dans les flux des eaux terrestres. La migration vers Perch Creek va continuer. Et Perch Creek s'écoule dans la rivière des Outaouais. Il faut 5 à 15 ans pour que les eaux terrestres se rendent à Perch Creek. Il y a un gradient dans le marécage. Le déversement des effluents traités pourrait augmenter l'élévation de la nappe phréatique d'1 mètre par rapport aux conditions actuelles. Les eaux terrestres migrent dans la direction de l'ouest et finissent dans le marécage de l'Est, sont absorbés dans le sol et une fois encore se déversent vers Perch Creek. Il n'y aura que des changements minimes au niveau de l'eau dans la nappe phréatique avec la galerie de l'exfiltration, la galerie d'exfiltration. Quel sera l'impact sur la qualité des eaux terrestres que prévoit la déclaration d'impact environnemental? Impact négligible sur la qualité des eaux terrestres, c'est la prévision. Le revêtement imperméable à la base va isoler les déchets et contenir le lixiviat. Une fois que les cellules seront remplies,
Le capuchon sera installé pour atténuer le lixivia qui pourrait être créé en empêchant la précipitation d'entrer dans les déchets. Avec ce système de revêtement primaire et secondaire, le revêtement primaire est un système de collection de lixivia. Il comprend une membrane imperméable en polyéthylène. Il y a également un système de détection de fuite qui détecterait tout écoulement du système de la membrane primaire. Après les couches imperméables et les séparateurs, il y a une couche, un revêtement d'argile compacté. Les effluents traités seront déversés vers la galerie d'exfiltration. Nous ne nous attendons pas à des effets négatifs. L'effluent traité sera déversé seulement si les cibles, seulement s'il y a conformité avec les cibles. Les cibles radiologiques sont basées sur les lignes directrices de l'eau potable. Si les taux de contaminants sont trop élevés, l'effluent sera traité une deuxième fois. Pour le tritium, nous avons une cible spécifique à notre site pour nous assurer que le tritium qui se retrouve dans Perch Creek reste bien en deçà de la ligne directrice pour les eaux potables. Pour ce qui est des contaminants non radiologiques, nous utilisons les cibles et les niveaux maximaux dans les lignes directrices fédérales et provinciales pour la protection du biote. Les objectifs du programme de surveillance des eaux terrestres. Sur la prochaine diapositive, il y a 2 activités. Nous avons des objectifs pour le monticule de confinement et pour la galerie d'exfiltration. Pour le monticule, nous voulons vérifier les prévisions des flux des eaux terrestres et confirmer l'efficacité et l'intégrité du monticule à long terme. Nous ferons cela pendant les opérations, la fermeture et après la fermeture. Pour la galerie d'exfiltration, les objectifs sont de vérifier tout changement au flux des eaux souterraines par rapport aux prévisions et de confirmer qu'il n'y a aucun impact négatif sur la qualité des eaux terrestres. Ce sera fait pendant les phases de l'opération et de la fermeture. Sur cette diapositive, nous voyons les emplacements de surveillance pour les eaux terrestres ainsi que les paramètres et la fréquence de cette surveillance. Je vais commencer par les emplacements. Il y a des puits orange et mauve. Chaque point mauve ou orange montre un site où nous faisons une collecte de données de base. Les sites orange sont des puits qui seront installés pendant la construction. Dans notre caractérisation du site, nous avons installé un grand nombre de puits de surveillance dans le monticule de confinement, mais à cause de la construction, nous allons devoir enlever ces puits
parce que les puits sont sur le site où le monticule se trouvera. Je vais commencer par les puits de surveillance du monticule. 2 sont en haut du gradient. Les voilà. Ces puits ne seront pas affectés par les opérations et vont établir les conditions de base pour la qualité de l'eau terrestre pour le restant du projet. Il nous aide aussi à confirmer les prévisions de flux. Il y a 11 puits installés au bas du gradient, au périmètre du monticule dans la direction du flux, qui vont nous permettre à confirmer les prévisions de flux et d'autres données. Pour la galerie d'exfiltration, il y a un puits en haut du gradient et 3 puits au bas du gradient. Ça va nous aider à avoir des données de base pour l'évaluation de qualité plus tard. Les puits au bas du gradient peuvent nous montrer tout changement dans la qualité de l'eau et nous donner des indications sur l'efficacité de la galerie. Maintenant, les paramètres de surveillance, élévation de la nappe phréatique, pH, conductivité, température, ce sont les indicateurs physiques de la qualité de l'eau. Nous surveillons aussi pour retrouver la présence de contaminants radiologiques et non radiologiques. Nous basons cette surveillance sur les contaminants qui pourraient se retrouver dans ces déchets, donc sur une caractérisation des déchets et sur les évaluations et les études que nous avons faites du Lixivia, par exemple, alpha global, bêta global, tritium, émetteur gamma. Non radiologiques, les paramètres comprennent métaux, les ions importants et une gamme élargie de composants organiques et inorganiques. Notre fréquence de surveillance pour le niveau des eaux terrestres est effectuée de façon continue à des intervalles de 2 heures à 9 sites sur 9 puits. Nous surveillons également de façon continue l'exfiltration pour suivre les déversements des bassins sur le temps. Les autres puits seront surveillés 2 fois par an. L'échantillonnage pour une analyse de qualité sera fait 2 fois par an, ce qui est considéré approprié étant donné la migration très lente des contaminants dans les eaux terrestres. Les données de base, comme nous avons déjà indiqué, seront recueillis en haut de gradient et en bas de gradient. Nous avons aussi des données qui proviennent des puits déjà en place pendant les 3 ou 4 dernières années. Comment est-ce qu'on évalue les résultats pour le débit des eaux souterraines? Nous avons une approche à double voie, si vous voulez. Il y a les modifications des conditions de la ligne de repérage et de paramètres. Et nous avons également les
prévisions concernant l'EIE, qui découlent de l'EIE, concernant les niveaux d'eau. Donc, nous avons des prévisions concernant le débit des eaux souterraines, également les conditions des niveaux d'eau de référence, également les prévisions de l'EIE concernant les niveaux d'eau et les analyses de tendance. Et s'agissant maintenant de la deuxième tranche, nous avons également l'écoulement des eaux souterraines et nous faisons une évaluation qui est propre à chaque site. Et donc, maintenant, pour ce qui est de la galerie d'exfiltrage, nous avons différents critères, notamment lorsqu'il y a un changement dans la qualité des eaux souterraines en fonction de la performance et des résultats obtenus selon une étude chronologique. Et puis, nous avons également pour la deuxième catégorie, la deuxième tranche également, nous avons des niveaux repères pour la protection des eaux souterraines. Alors, on a parlé de gestion adaptive, dit-on, donc avec les dépassements. Pour la première tranche, si elle est dépassée, alors on procède à un examen des données et donc ensuite une évaluation de la tendance. Et s'il y a dépassement, on essaye de voir quelle est la raison de ce dépassement. Et donc, on envisagera, si jamais il y a dépassement des niveaux de référence, on envisagera une intensification de la surveillance. Pour ce qui est maintenant du deuxième niveau, s'il est dépassé, eh bien, on va passer les données en revue, on confirmera les dépassements, on fera une enquête sur la source de ce dépassement et on appliquera les mesures d'atténuation ou on envisagera des mesures d'atténuation. Peut-être qu'à ce moment-là, non seulement l'intensification de la fréquence, mais donc on pourrait également déclencher une surveillance pour les différents médias qui ont été impactés par les eaux souterraines, par exemple le sol, la végétation et les sédiments. Et comme je le disais, donc ça l'apportera sur les sols, la végétation, les sédiments, et sera également prise en compte la possibilité de l'arrêt des travaux. Alors ensuite, comment est-ce que nous présentons le compte-rendu de la PSSEE? Les données seront analysées à mesure que les résultats sont obtenus et les résultats seront communiqués annuellement à la CCSN pour notamment définir les conditions d'exploitation, les conditions du permis d'exploitation des LNC. Ce sera intégré à un rapport de suivi environnemental intégré et également on aura un rapport de suivi, de surveillance et de suivi de l'évaluation environnementale pour voir quelle sera l'efficacité des mesures d'atténuation. Et donc, cela sera intégré au rapport. Je veux parler du rapport intégré.
Maintenant, pour ce qui est du programme actuel de surveillance des eaux souterraines, ce n'est pas un programme statique, c'est un programme qui est évolutif et nous voulons qu'il reste efficace. Donc, il est axé sur l'évaluation et l'interprétation des tendances, le dégagement de ces tendances et également la décision basée sur les données recueillies, sur la mise en œuvre d'une surveillance accrue ou éventuellement la possibilité, et ça se fait sur les sites de surveillance, et si les tendances montrent qu'il y a dépassement, eh bien, on a la possibilité de passer de 5 ans à un intervalle plus court pour les vérifications et la surveillance. Et le programme annuel prévoit également l'évaluation de la suffisance et de l'efficacité du programme de surveillance. Et donc, c'est basé sur la conception d'un programme de surveillance, de revoir également quelle est la nature des effluents et la surveillance des différents paragraphes. Et donc, tout cela dépendra de cette qualité-là. Bien, j'en arrive à la conclusion de l'exposé. Une petite synthèse. Donc, le programme de surveillance des eaux souterraines est une composante de la PSSEE, du projet de IGPDS. Ces résultats sont soumis annuellement à la CCSN dans le cadre des engagements pris pour l'IGDPS, et la gestion adaptée sera employée pour les éléments d'IGDPS. Et donc ensuite, le projet est maintenant disponible sur le site web des LNC et donc maintenant nous attendons les commentaires et parce que le document ne sera pas parachevé tant que la décision de la commission n'aura pas été prise. Voilà. Donc maintenant nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci Martin. Nous avons une question de Elaine Boyd qui demande. Alors, je crois que ça remonte à la diapo 25 ou 29. On va dire 29. Non, c'est 25. C'est 25, oui, oui. OK. Alors, ça veut dire 24 ou... Ah non, 26, 27. Je vous dirai quand vous y arriverez. Ah bon? Encore une, s'il vous plaît. Encore une. 28. Bon, en tout cas, c'est ça, c'est la gestion adaptée. Je vais poser la question, allez-y. J'aime mieux comprendre le détail de cette diapositive. Si je comprends bien, on n'envisage pas de prendre des mesures d'atténuation pour la catégorie 1, de Tier 1. Oui. Et pour, donc, lorsqu'il y a dépassement à la catégorie 2, quelles sont les options en matière d'atténuation et quels sont les critères décisionnels pour ces options? J'ai peut-être raté ça, mais voilà, ces détails m'intéressent. Eh bien, ça dépendra de la question de savoir quelle est la nature de l'impact
Et donc, il y a différentes options en matière d'atténuation. Par exemple, si la nappe phréatique est en train de s'élever, et au point que les marais ou les zones marécageuses sont inondées, et nous ne voulons pas que, par exemple, cela aboutisse à la galerie d'exfiltrage. Nous avons déjà, par le passé, appliqué le traitement des eaux souterraines. Et donc, nous avons différentes modalités d'action pour redresser la situation. Il y a toute une série toute une panoplie de mesures à notre disposition. Donc, il y a toute une suite de mesures d'atténuation. Et donc, et il y a également, dans ce cas-là, de ce genre de situation, il y a un examen officiel. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que ces options en matière d'atténuation soient décrites dans le cadre du processus de révision, ou est-ce que vous allez attendre que des problèmes se présentent? Non, je pense qu'il y a une section dans l'EIE qui prévoit une gestion adaptée ou une gestion axée sur l'adaptation, si on préfère. Et les mesures d'atténuation seront appliquées en fonction des besoins et des circonstances. Bon, je ne comprends toujours pas. Si vous allez décrire à l'avance quelles sont les mesures d'atténuation que vous compterez prendre et de façon suffisamment détaillée, quelles sont les options en matière de redressement de la situation. Oui, pour le moment, il n'est pas prévu que cela fasse partie de la PSSEE. On pourra l'envisager. Bon, donc nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l'on nous informe de cela avant qu'il y ait approbation des mesures. Oui, mais non, mais vous pouvez toujours présenter un commentaire. Bien, j'aimerais revenir à la tranche 1. Il n'y a pas de mesure pour les dépassements éventuels au niveau de la première tranche. Et donc, j'aimerais savoir maintenant pourquoi il n'y a pas de mesures éventuellement envisagées à la première catégorie. Bien, je précise quand même que la catégorie 1 représente un niveau d'atténuation pour dépassement limité. Donc, on ne l'utilise pas lorsqu'il y a quelque chose qui représente un dépassement au niveau de l'eau potable. Il s'agit vraiment d'une petite déviation. Merci. Il serait peut-être bon que vous précisiez cela de manière plus claire dans votre documentation. Bien, merci de la suggestion. Bien, nous allons confirmer. Merci. Merci de la question. Merci, Martin, également pour la réponse. Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent ajouter quelque chose à ces questions. Et je pense que nous pouvons maintenant, voilà, si Martin a répondu, on peut passer à d'autres éventuelles questions. Je ne vois pas de main dressée.
Je vois ici Bill Turner, William Turner. Allez-y, voyons quelle est la question. Oui, Bill Turner, c'est bien ça. Je vous remercie des trois exposés que j'ai trouvés stimulants. Cela dit, ma question ne touche pas directement le sujet abordé aujourd'hui. Elle concerne les trois exposés pris ensemble. Et étant donné que la PSSEE et que ce document en est encore au stade de l'avant-projet, j'ai tendance à penser que les LNC non, ne sont pas encore sûrs du résultat, disons, ou quelle est la confiance dans le degré, quel degré de confiance ils ont dans leurs prévisions ou leurs prédictions, n'est-ce pas? Et donc se réserve la possibilité d'amender le document. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Et peut-être que je vais demander à Christine de répondre. Bon, alors je vais reformuler ça. Vous avez ici un document qui donne les détails concernant le programme de surveillance, mais c'est un avant-projet. Et on me dit que lorsqu'on en reste au stade de l'avant-projet, cela traduit une certaine incertitude quant aux prévisions que l'on fait au niveau de l'EIE. Et j'aimerais savoir quel est le niveau de confiance dans vos propres prévisions que vous avez. Oui, bon, je vais essayer de répondre pour commencer au moins. La raison pour laquelle le PSSE est un avant-projet et qu'on n'est pas qu'on manque de confiance dans les prévisions. Non, il s'agit de donner aux parties prenantes, au public, aux associations autochtones la possibilité de se pencher sur le document et de donner leur réaction et d'en tenir compte par la suite dans la rédaction du document. Donc, ce n'est pas une certaine incertitude quant aux prévisions. Je veux dire, vous me parlez de confiance dans les prévisions. Ben bon, c'est pas. Nous voulons laisser la souplesse possible aux interventions des parties prenantes. C'est une question qui est une question sensible, notamment pour ce qui est de l'écoulement des eaux souterraines. Mais voilà. Alors ensuite, pour ce qui est de procéder à une quantification de ce degré dont vous parlez, cela me paraît difficile. Est-ce que quelqu'un veut me compléter ma réponse? It's Christine Gallagher. Christine Gallagher. Oui, je peux essayer de répondre. Je pense que Martin a bien répondu. Donc, le document reste un document évolutif. C'est ce qu'on a dit depuis le début, qui laisse la place aux interventions et aux recommandations ou aux suggestions de la part des parties prenantes pour permettre d'intégrer ce qu'elles souhaiteraient voir ajouté ou modifié dans le programme. J'aimerais soulever une question. Depuis le début, ce programme est d'une importance capitale pour ce qui est de la prise de décision. En d'autres termes, quelles sont les modalités qui permettront d'assurer que l'on répondra aux prédictions? Alors, la question que je poserais, c'est celle de savoir quel est le degré de compétence que l'on attend de la part des gens pour pouvoir modifier le programme. Oui, alors je comprends cela et je voudrais faire un commentaire. Eh bien,
Ce n'est pas la même chose de parler d'incertitude et de niveau de confiance. Donc, gardez à l'esprit que ce sont deux choses distinctes. Oui, je comprends, mais euh, je pense que la justification de la surveillance est de confirmer les prédictions et de confirmer qu'il y a un degré d'incertitude dans les prédictions, n'est-ce pas? Je pense que c'est en tout cas l'une des justifications. Merci, je m'en tiendrai là. Merci, Bill. Bien, maintenant j'invite les questions à nouveau. Alors, vous pouvez lever la main ou vous pouvez dactylographier votre question. Et je vais simplement faire une vérification. Je crois que Heather avait quelques questions, mais on dirait qu'on y a répondu dans la colonne de clavardage. Donc, Heather, vous pouvez nous dire si ça va ou peut-être poser la question en faisant lever la petite main. Dites-nous où vous en êtes. Non, il semble que tout aille bien. Heather? Oui, OK, a dit Heather. On voit le pouce levé. Y a-t-il d'autres questions de la part de notre auditoire? Soit en levant la main, soit en inscrivant, en dactylographiant votre question dans la colonne de clavardage. Nous donnons aux gens le temps de réfléchir. Bien, pendant que les gens réfléchissent, je vais peut-être commencer à conclure. Mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez absolument pas à poser votre question, à faire lever la petite main virtuelle. Alors, je remercie les unes et les uns et les autres de leur participation. Nous sommes très reconnaissants de vos échos, de vos questions, de votre participation à ces trois séances que nous avons eues. Si vous avez des questions qui n'étaient pas mûres pour être posées aujourd'hui, pendant la séance, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par écrit à notre adresse courriel. Nous prendrons le temps d'y réfléchir et d'y répondre. Et ensuite, on va afficher dans les deux langues officielles cet exposé sur notre YouTube. Et n'hésitez pas à réagir à ce que vous verrez. Pour nous, c'est toujours une bonne chose que de recevoir ce genre de commentaires et d'échos. Puisque je ne vois plus de petites mains virtuelles levées pour poser des questions, sur ce, je vous remercie chaleureusement. Merci Martin de cet excellent exposé et merci aux collègues et merci également de nous avoir consacré votre temps aujourd'hui. C'est une chose dont nous vous sommes reconnaissants et nous espérons que vous assisterez à d'autres séances que nous tenterons d'organiser dans notre série de webinaires. Merci encore. Alors, veillez bien sur votre santé et à bientôt, j'espère. Au revoir tout le monde.